Bonsoir à tous, merci d'être à nos côtés ce soir pour cette dernière grande soirée de débat avant le second tour des élections législatives. Dans 45 minutes, nous prendrons la direction de la première circonscription de l'Isère, de Grenoble à Bernin en passant par Mélan ou encore Saint-Imier. Là-bas, nous parlerons de transition écologique mais aussi de santé ou encore de montée de l'antisémitisme. Mais d'abord, nous allons en Haute-Savoie, la 6e circonscription, celle de la vallée de l'Arve et du pays du Mont-Blanc, un territoire aussi beau que riche en enjeux, des enjeux que nous présente Aurélie Masset. Des glaciers majestueux du Mont-Blanc à la vallée de l'Arve, industrielle. La 6e circonscription de la Haute-Savoie est une terre de contraste. Ici, la haute montagne côtoie la ville et l'agriculture, le décolletage avec ses usines. Les questions environnementales sont donc très présentes, prégnantes, tout comme celles liées au logement. Très attractif, le territoire est extrêmement cher. Politiquement, la 6e de Haute-Savoie est le fief de Xavier Roseren depuis 2017. Mais dimanche, le sortant Renaissance n'est arrivé que second, derrière Charles Prats, candidat de l'alliance entre le Rassemblement national et Éric Ciotti. Alors, le pays du Mont-Blanc basculera-t-il? Aux électeurs de livrer leurs réponses. Et dans ce magnifique territoire du Mont-Blanc, vous êtes donc deux messieurs à vous affronter au second tour. Bonsoir Xavier Roseren. Bonsoir. Député sortant Renaissance, vous représentez la majorité présidentielle. Face à vous, Charles Prats. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat de l'alliance entre le Rassemblement national et les Républicains, soutenu également par Éric Zemmour et son parti Reconquête. Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà, c'est dit. Merci d'avoir accepté cette invitation afin que vos électeurs puissent se faire un avis très clair sur vos priorités, sur votre façon d'aborder la politique. Nous vous avons laissé le choix des deux thématiques principales qui seront évoquées ce soir. Ce sera donc la fraude fiscale et sociale pour vous, Charles Prats, et le logement pour vous, Xavier Roseren. Mais avant cela, on va faire un petit jeu. Il y a quelques secondes, un tirage au sort a été effectué sur ce plateau pour vous permettre de déterminer un ordre de passage. Vous allez pouvoir, chacun votre tour, poser une question directe à votre adversaire. Et le tirage au sort vous a désigné, Xavier Roseren, pour commencer. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Pratt, je n'avais pas prévu de questions, mais on en a plein, donc on en aura quelques-unes. En 2022, vous étiez candidat contre moi, vous étiez avec l'étiquette UDI. Nous avons fait une campagne, vous avez fait quelques pourcents, et vous revenez 2 ans après, du coup, sur une étiquette RN Ciotti. Pendant ces 2 années, on ne vous a pas vu beaucoup du tout sur la circonscription. Donc ma question est simple, comment on peut, avec les valeurs que portait l'UDI, passer de l'UDI au Rassemblement national? Alors, la réponse est très simple. Vous savez, moi, je fais de la politique depuis quand même un certain temps. J'ai commencé au RPR. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis aujourd'hui encore candidat du RPR, qui existe toujours, même s'il y a eu des changements de nom. Puis j'étais UMP, conseiller national de l'UMP, conseiller national des Républicains. Et puis effectivement, parce que, on va en reparler, pour les sujets de lutte contre la fraude, c'était le groupe centriste qui me soutenait le plus dans mes sujets. Jean-Christophe Lagarde, à l'époque, m'a demandé de venir pour travailler aux côtés de l'UDI sur ces sujets-là, donc j'ai accepté. Et il ne vous a pas échappé qu'en 2021-2022, j'étais un des porte-parole de Valérie Pécresse, donc ce qu'on appelait un orateur riposte de Valérie Pécresse. Et ensuite, j'ai été candidat ici, chez moi. Parce que vous dites que vous ne me voyez pas. Chez vous, oui, quelques semaines par an au jet, monsieur Pratt. Monsieur Roseren, vous savez très bien que je suis né en Bic, mes parents sont à La Roche-sur-Foron, mes grands-parents enterrés à Gaillard où j'y vivais quand j'étais enfant. J'ai fait ma carrière ça en France, vous embête pas d'habiter à Paris et d'être bien sûr. à Paris? Je me suis marié au jet il y a 22 ans et j'y habite. Voilà. En fait, là-bas, personne ne vous connaît, mais bon, c'est pas grave. D'accord. C'est pour ça que j'ai fait 36% sur la circo et que je suis devant vous. Mais c'est vrai que personne ne me connaît. Je pense que c'est dû à votre étiquette, parce que vous avez fait moins de 4% Monsieur Roseren, je crois que sur les 111 000 et quelques habitants de la circonscription, il y en a peut-être 500 ou 600 qui vous connaissent, parce que c'est comme... vous êtes député. Moi, je n'ai aucune raison de venir vous voir depuis 2 ans, parce que j'ai rien à vous demander de particulier. Je ne suis pas un élu professionnel, etc. Et la plupart des gens, quand vous discutez avec eux, ils ne vous connaissent pas non plus. Ils savent de nom que c'est Xavier Roseren, le député. Mais enfin, tout ça pour dire que, comment vous expliquer ce passage, entre guillemets, d'étiquette, quand il y a eu la dissolution. Alors déjà, sur le fait de ne plus être à l'UDI, quand l'UDI s'est rapproché d'Emmanuel Macron en début d'année, au moment des élections européennes, moi je ne suis pas macroniste. Et aujourd'hui, je suis contre Macron et je suis le candidat contre Emmanuel Macron. L'UDI a choisi de faire liste commune avec Macron et avec Renaissance. Et aux législatives, l'UDI a choisi de s'inscrire dans une alliance avec Renaissance, avec Emmanuel Macron. Il était donc hors de question pour moi
de suivre ce mouvement. Ça s'est très bien passé avec Hervé Marseille, je lui ai expliqué, il n'y a pas eu de problème. Et Éric Ciotti m'a téléphoné, il m'a appelé en me disant « Charles, il faut que tu sois candidat ». Et il voulait me proposer d'aller je ne sais pas où. Et je lui ai dit « Ok, je serai candidat, mais si c'est chez moi, ce n'est pas une circonscription difficile, vous y êtes très bien implanté, monsieur Roseren, mais j'ai accepté d'être candidat sur une circonscription difficile de conquête chez moi. Et c'est comme ça que je suis revenu. Ça reste votre résidence de vacances mais non, ce n'est pas ma résidence de vacances, monsieur. Je ne vais pas vous expliquer mes problèmes familiaux et les histoires avec mes parents, etc., mais ce n'est pas ma résidence de vacances. Charles Prats, votre question à Xavier Roseren. Non, mais c'est très énervant parce qu'il a fait le même coup à monsieur Roubian au premier tour. Et depuis le début de cette campagne, monsieur Roseren... Qui habite Annecy, pour le coup. Oui. Qui était l'adversaire populaire et qui habite Annecy. Mais il a expliqué que nous étions des parachutés parisiens tous les deux. Et c'est la même chose, c'est la même chose il y a 2 ans. Vous êtes parachuté. Mais bien sûr, monsieur Roseren, je suis parachuté. Je suis pilote d'avion. Et vous savez, un pilote d'avion, il n'aime pas sauter en parachute quand un avion vole bien. Vous avez repris que des éléments nationaux. Vous n'avez rien pris de local. Et ici, on a des vraies problématiques. Et je suis content parce qu'on va en parler. On va compter sur ce débat pour parler de ces problématiques locales. Votre question à Xavier Roseren, Charles Prats. Alors, ma question à Xavier Roseren, c'est une question sur les valeurs. Vous savez, et j'en avais déjà parlé il y a 2 ans. En Haute-Savoie, on a des valeurs de résistance, on a des valeurs quand même républicaines. Et moi, je me suis aperçu, j'ai regardé un petit peu le travail de Xavier Roseren. Et à l'époque, il était député, c'était en 2019. Xavier Roseren a refusé de voter la résolution visant à lutter contre l'antisémitisme, qui était proposée par son groupe. Abstention volontaire, c'était même pas présent, abstention volontaire sur la résolution visant à améliorer la lutte contre l'antisémitisme. Ça, c'est la réalité des votes de M. Roseren. Autre valeur de M. Roseren, on est en 2020, abstention volontaire, de la même manière, il y a eu que 16 abstentions à l'Assemblée nationale sur la proposition de résolution sur la protection des Arméniens et la protection des chrétiens d'Orient. Alors, ce n'était pas une résolution très terrible, elle disait simplement il faut envoyer de l'aide humanitaire, il faut faire attention, il faut agir, etc. Abstention volontaire de M. Roseren, qui refuse donc de voter pour l'amélioration de la lutte contre l'antisémitisme, qui refuse de voter en soutien aux chrétiens d'Orient et aux Arméniens. Et alors la dernière, qui est sur les valeurs, qui est absolument fabuleuse, j'ai découvert ça, pas plus tard qu'hier. M. Roseren a écrit, il y a quelques jours, au garde des Sceaux et au Conseil supérieur de la magistrature pour se plaindre du fait qu'on me voyait sur mes affiches et sur mes tracts. Alors, sur un tract avec ma robe de magistrat et ma décoration, sur mes affiches. On va voir ce tract, justement. On va le voir, ce tract, parce que vous en parlez. Donc, il se trouve que nous l'avons. On va sans doute le voir apparaître à l'image. Je vous laisse poursuivre, mais assez rapidement, parce que vous prenez beaucoup d'avance au temps de parole. C'est une vraie question, quand même, c'est un vrai sujet. Et donc, il a écrit, M. Roseren, il demande au garde des Sceaux qu'on me retire ma décoration, qu'on me poursuive administrativement et que j'aille en prison. Il demande à ce qu'on me poursuive pénalement. Poursuivre pénalement, ça ne veut pas dire aller en prison forcément. Voilà. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Je sais que M. Roseren se présente comme le grand résistant face à la montée du fascisme, etc. Mais en fait, on s'attendrait à voir votre question, Charles Prats. Et en réalité, on a Adolfo Ramirez. Voilà, vous prenez beaucoup d'avance. Votre réponse, Xavier Roseren. Alors, sur les votes, je ne vais pas vous l'apprendre, M. Pratt, qu'en fait, quand vous sortez des votes du contexte, vous pouvez faire dire ce que vous voulez aux députés sortants. Des votes, on en fait en quantité. Et ma position sur l'antisémitisme est quand même assez étonnante que ça soit le candidat du Rassemblement national qui porte des valeurs racistes, xénophobes et antisémitistes, qui soit capable d'inverser comme ça la vapeur en disant en fait c'est l'autre candidat. Mais c'est vous qui êtes soutenu par Mélenchon et par LFI. Pour répondre précisément on a vu ces derniers jours, malgré tout, des question. Candidats du Rassemblement national avec des casquettes nazies. Ah oui, mais tout comme on a vu des candidats qui sont les amis maintenant de M. Roseren massacrer un pauvre gamin juif à Paris, là, un gamin de 15 ans, la jeune garde, c'est votre candidat ami maintenant, Raphaël Arnaud. Vous faites du Rassemblement national. En fait, non mais voilà, c'est la jeune garde. En plus, c'est quelqu'un de la région. Vous jouez sur les peurs des gens. Mais je ne joue pas sur les peurs des gens, Laissez-moi vous répondre. Xavier Roseren, votre réponse. Voilà, juste vous répondre. Sur l'affaire de la robe de magistrat. On a eu au Parlement européen, au Parlement français, un certain nombre de magistrats, de juges, même très célèbres, comme Jean-Louis Debré ou Eva Joly. Jamais aucun n'a osé et a porté la robe de magistrat. Alors, voilà pourquoi j'ai fait cette alerte. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et j'invite les gens à regarder un peu votre page Wikipédia, Monsieur Pratt, ça veut dire ce que ça dit sur votre personne. Ça veut dire que vous avez été, et là vous allez me dire que ce n'est pas vrai, vous avez eu de la magistrature et du Conseil supérieur de la magistrature du coup un blâme parce que vous avez eu des propos sur les réseaux sociaux sur les gilets jaunes,
parce que vous parliez mal. Les gilets jaunes, c'était sur les casseurs. Parce que vous avez parliez mal lu la page Wikipédia. Parce que vous parliez mal, du coup, à vos collègues, parce que vous étiez très souvent en retard, et surtout parce que vous ne respectiez pas la loi. Et donc, ma question est, comment pouvez-vous vouloir être député sans respecter la loi, M. Pratt ? Je n'ai pas respecté la loi, M. Roseren. Quel exemple ? En fait, aujourd'hui, mettre... Quel exemple ? Je vous le donne, mais laissez-moi répondre. Ça ne sert à rien de m'agresser. Simplement de mettre votre robe de magistrat sur un tract, il n'y a personne qui l'a fait. Et pourquoi vous l'avez fait ? Quel texte l'interdit ? Eh ben, on va laisser faire les juges, c'est pas grave. Alors, il se trouve que nous avons contacté c'est vraiment ce que je dis. Il se trouve que nous avons contacté, s'il vous plaît, Monsieur Pratt. Cette histoire-là, c'est une histoire de corne-cul. Monsieur Pratt, s'il vous plaît. On s'en fout pas, il se trouve, alors on va pas passer une heure sur cette question de la robe de magistrat, messieurs, s'il vous plaît. Il se trouve que nous avons contacté le Conseil supérieur de la magistrature hier et ce matin, qui n'a pas souhaité apporter de réponse sur la faisabilité ou non pour un magistrat de porter une robe sur un document électoral. Le syndicat de la magistrature, lui, en off, hors caméra, nous a fait part de ses doutes quant à ce choix. Bon, écoutez, le syndicat de la magistrature, on les connaît, c'est un syndicat d'extrême gauche et ce n'est pas forcément mes amis, puisque je suis vice-président d'un autre syndicat qui est politiquement opposé. Messieurs, cela étant, c'est quand même important, parce que c'est une mise en cause, on m'accuse. Alors, vous avez 20 secondes pour répondre. Vous avez 20 secondes pour répondre, parce que très sincèrement, je ne suis pas sûr que ce soit la question qui intéresse le plus vos électeurs aujourd'hui. Mais moi, ça m'intéresse parce que... Vous avez 20 secondes, Charles Pratt. D'accord, c'est la question des valeurs. Moi, je constate que les valeurs de M. Roseren, c'est ne pas voter les résolutions contre l'antisémitisme, ne pas voter les résolutions de soutien aux chrétiens d'Orient et aux Arméniens. D'ailleurs, il n'a pas répondu. Et c'est de faire la poucave. Voilà. Alors, la réponse et ça, c'est en pas 20 les valeurs secondes de la aussi. résistance, M. Roseren. La réponse en 20 secondes aussi. Et après, on avance sur il y a quelques années. La réponse en 20 secondes aussi. Après, on avance sur le fond des propositions. Je maintiens que c'est inadmissible de porter la robe du magistrat et moi, je n'aurais pas osé mettre en valeur tout ce que j'ai fait depuis 7 ans. La deuxième chose, sur l'antisémitisme, c'est que vous ne me connaissez pas très bien parce que les valeurs que je porte ne sont pas du tout ces valeurs d'antisémitisme et vous instrumentalisez les votes et si vous voulez, on en parlera après avec la réalité des votes. Voilà, on va donc passer au dossier concret de cette circonscription. Vous avez donc choisi chacun une thématique, mais il était impossible pour la rédaction, surtout dans un territoire comme le vôtre, de ne pas parler de questions environnementales et de réchauffement climatique. Votre territoire est parmi les plus concernés en France par la question. D'année en année, les glaciers reculent, le permafrost fond, entraînant avec lui des chutes de parois. Quelle mesure d'urgence, une seule mesure d'urgence, faudrait-il prendre, selon vous, pour tenter de régler ou en tout cas d'atténuer ce problème ? Charles Pratt. Alors, sur la question environnementale dans la circonscription, il y a deux choses. Si vous parlez d'un problème purement local à régler immédiatement, c'est la fermeture de l'incinérateur de Passy. Ce n'est pas la compétence du député. Bien sûr que si, monsieur le député. Vous modifiez l'article L541-25-1 du Code de l'éducation, c'est un article législatif. Le maire de Saint-Gervais a pris des engagements sur cette question. Le maire de Saint-Gervais peut prendre des engagements, ça fait des années que tout le monde prend des engagements, et ça fait des années qu'il est toujours là, cet incinérateur. Et quand M. Roseren dit que ce n'est pas de la compétence du député, ça veut dire que manifestement... Alors, j'ose pas croire qu'il ne sait pas comment on rédige un amendement, parce que je sais qu'il a fait par ailleurs des travaux très intéressants sur plein d'autres sujets. Mais là, il suffit d'ajouter un alinéa au L541-25-1 du Code de l'environnement pour mettre une disposition spécifique, c'est l'article qui traite des autorisations d'exploitation des incinérateurs, et pour le conditionner à un certain nombre de choses. Voilà. Et c'est comme ça, si vous dépassez un certain nombre de jours de seuil de pollution, par exemple, que vous obtenez. Et comment vous allez convaincre les élus locaux ? Alors, il se trouve que Charles Pratt, c'est très en avance, donc j'aimerais bien entendre aussi votre mesure à vous. Et ça, c'est localement. Et au niveau international, parce que, par exemple, la question du CO2, c'est une question mondiale, c'est pas une question franco-française, et encore moins une question de la 6e circonscription. Sur les émanations de CO2, moi, je suis très partisan d'avoir des actions avec des forts effets de levier, vous voyez. Et quand vous regardez les données, notamment les données spatiales et les données d'émanation du CO2, vous vous rendez compte qu'une grande partie, on parle de 15 à 20% des émanations de CO2, de gaz à effet de serre, sont dues aux incendies, feux de forêt en Afrique. Et donc, une vraie politique de coopération agricole avec les pays d'Afrique pour changer leur méthode de travail. On me dit dans l'oreillette, Charles Pratt, que vous avez 2 fois plus de temps de parole que Xavier Roseren. On va donc laisser votre concurrent Je suis pour cette action internationale pour réduire le CO2. Vous voulez supprimer les feux de forêt en Afrique. Bravo. Pourquoi pas vous ? Sur le réchauffement, en fait, on sait en montagne, plus qu'ailleurs, que le réchauffement climatique est 2 fois plus rapide. Donc, et le 6e rapport du GIEC, sur 2 volets, il y a un volet atténuation et un volet adaptation. Nos stations de montagne, l'empreinte carbone, c'est pour 50% le transport. Ça veut dire que c'est les gens qui viennent dans nos stations qui ont cette empreinte carbone. Et pour 20%, c'est le logement. Donc il y a 2 choses à faire. 1, on remet en place, comme ça a commencé, le train de nuit, les trains sur toute la France pour faire venir avec
un transport décarboné. La deuxième chose, on continue à faire ce qu'on a fait sur le logement. Ça veut dire qu'il faut isoler nos logements. Et avec MaPrimeRénov' qui a été très améliorée, on a beaucoup de rénovations en cours. Il faut accélérer. Si on fait le transport et la rénovation, on baisse de 70% du coup le gaz à effet de serre de nos stations. Messieurs, je vais vous proposer de regarder cette image qui va apparaître dans les écrans tout autour de vous. Connaissez-vous cet oiseau? C'est une gypaète. Aïe, non. Ah. Charles Prats. Alors, j'étais plutôt spécialisé dans les insectes et les champignons quand j'étais gamin. Avec mon papa, j'allais aux champignons et puis on chassait les papillons. D'ailleurs, les papillons qu'on ne voit plus en montagne. C'est un lagopède alpin. Cet oiseau, c'est une relique glaciaire. Cet oiseau, il est surtout aujourd'hui une sentinelle du climat car son habitat est fortement menacé. L'oiseau devrait disparaître d'ici à la fin du siècle dans le massif du Mont-Blanc, qui est l'un de ses derniers refuges. Ma question est donc simple. Que fait-on aujourd'hui pour tenter de sauver cette biodiversité? Il y a des liens évidents entre la protection de la biodiversité et notre condition à nous, notre avenir à nous. Que fait-on? Que proposez-vous pour sauver cette biodiversité, Xavier Roseraine? En fait, je redis ce qu'on fait, ça veut dire qu'il faut atténuer notre empreinte. On sait dans tous les cas qu'on va avoir une augmentation de la température. On sait que la biodiversité va beaucoup changer. On le voit sur l'ensemble de nos forêts, du coup en Haute-Savoie, avec les attaques de ce qu'on appelle de scolytes, avec ces IPCA qui sont attaqués. Qui font des ravages partout dans les forêts. Qui font des ravages partout. Donc il faut replanter des nouvelles essences en essayant de choisir la mieux, parce que tout le monde n'est pas d'accord au niveau scientifique de savoir ce qu'il faut mettre à la place. Et en fait, le changement va trop vite. Donc, on aura un impact sur la biodiversité. Il faut qu'on le diminue. On a un certain nombre de réserves naturelles qu'on aide beaucoup aujourd'hui en Haute-Savoie. Il faut continuer. Et il faut que la montagne reste un territoire qu'on protège. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire dedans, mais continuons à protéger une partie de nos montagnes et puis continuons à développer le reste dans le respect de l'environnement. Il y a quelques jours, Charles Prats, plusieurs dizaines de jeunes chercheurs, mais aussi de jeunes guides, montagnards et représentants associatifs, ont publié une tribune dans Montagne Magazine pour une sortie de crise par le haut. C'est son titre, une sortie de crise climatique. Tous écrivent ceci: la cause de ces problèmes, nous la connaissons, un système économique fondé sur la croissance, doublé d'un système social de domination de plus en plus autoritaire et nourri d'individualisme. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces jeunes gens qui se mobilisent, qui écrivent des tribunes, des scientifiques et qui s'interrogent beaucoup? C'est l'archétype des pastèques, des verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur, puisqu'en réalité, il démontre que derrière l'écologie politique, entre guillemets, c'est une remise en cause marxiste. Mais le questionnement est central. C'est une remise en cause marxiste du fonctionnement de la société. En revanche, il est évident que nous avons un problème de pollution, mais je vous dis au niveau mondial, et tout à l'heure, M. Roseraine se moquait de moi sur les feux de forêt en Afrique, mais oui, M. Roseraine, il faut travailler là-bas. Non, mais juste une précision qui est importante, Charles Prats, juste qui se font là-bas, avant de repartir en Afrique, c'est global, c'est pas que franco-français. Une précision importante, à ma connaissance, aucun de ces scientifiques n'est engagé politiquement. Non, mais c'est pas une question d'être engagé politiquement ou pas. Enfin, je pense que si vous connaissez un peu le milieu universitaire et de la recherche, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir comment ça se passe. Et on sait qu'on est en face d'un mécanisme de déstabilisation des sociétés occidentales. Et donc là, ils ont trouvé un prétexte qui est un prétexte politique avec l'écologie, mais pour déstabiliser. Voilà, c'est un mode de fonctionnement Même politique question, habituel. Xavier Roseraine, que répondez-vous à ces jeunes gens qui sont pour la plupart originaires de votre vallée, mais pas seulement, et qui s'interrogent aujourd'hui sur le modèle de la montagne de demain? La montagne de demain, en fait, on doit continuer à développer la montagne. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis... c'est la partie, du coup, adaptation du GIEC. Ça veut dire qu'il faut qu'on sécurise le ski, parce qu'on est dans nos stations et que ça a aujourd'hui de la valeur ajoutée. Mais il faut qu'on aille sur une diversification, bien sûr, en été et en hiver. Et en été, vous connaissez bien les Gets, M. Pratt, parce que vous y êtes en résidence secondaire. Ils font du vélo, on fait du bien-être. Donc, continuons à développer ces parties-là, mais continuons vraiment à on vous attend sur protéger. la compétition cette semaine. Ça sera avec plaisir, M. Pratt. Bien, voici pour ces réponses concernant l'environnement. On va donc poursuivre ce débat, messieurs, avec les thématiques de prédilection que vous avez choisies. On va commencer avec la vôtre, Charles Prats. Vous avez donc choisi de nous parler de fraude fiscale et sociale. Vous avez d'ailleurs écrit 2 livres sur ce sujet que vous avez ramenés. Sur la 4e de couverture de l'un d'entre eux, il est écrit « Le juge Prats, en brossant le catalogue des fraudes sociales qui gangrènent notre pays, prononce un réquisitoire cinglant ». La fraude sociale, franchement, n'est-elle pas surestimée? Ne serait-il pas préférable de s'intéresser à la fraude fiscale? Alors,
Non, la fraude sociale n'est pas surestimée. Et ouais, je vous en donne un exemple. Vous prenez le dernier rapport de la Cour des comptes qui date du mois de mai, du 17 mai de mémoire, qui donne les chiffres d'évaluation de la fraude aux prestations sociales, branche famille. On est à quasiment 5% maintenant, à 4,9%. À l'époque où j'étais à la délégation nationale à la lutte contre la fraude, où on commençait l'évaluation de la fraude, on était sur 600 millions d'euros de fraude estimée. On est à 3,9 milliards cette année. Et donc, année après année, en fait, les évaluations montent. Ça ne veut pas dire que la fraude explose d'année en année. Ça veut simplement dire qu'on affine les choses et qu'au bout d'un moment, les choses commencent à se savoir et on enlève la poussière de dessous le tapis. Alors, la fraude sociale et fraude aux prestations, elle se décompose en deux catégories. La fraude aux cotisations sociales, travail au noir, sous déclaration d'heure travaillée, etc. Qui représente l'essentiel de la fraude sociale. Non, pas du tout. C'est pas ce que dit un rapport de Bercy cité c'est pas ce que dit un rapport de le Bercy, magazine Alternative économique. Je vais vous donner les rapports de la Cour des comptes, les autres rapports de Bercy et les résultats de la discussion que j'ai pu avoir avec Gabriel Attal, puisque Gabriel Attal, quand il a créé son plan de lutte contre la fraude, quand il était ministre du Budget il y a un peu plus d'1 an, il m'a demandé de venir le voir pour que je lui explique un certain nombre de choses et que je lui propose des mesures. Oui, désolé. Non, parce que moi je parle avec tout le monde, vous me traitez de fasciste. Mais je connais vos talents, monsieur Pratt. Surtout le talent des gens qui racontent n'importe quoi. Mais vous êtes amélioré sur la fraude parce que ça a l'air modéré, ce que vous allez dire. Ça pas l'air modéré, c'est la vérité. Vous savez, la fraude aux prestations sociales, c'est très simple. Il y a une chose à retenir, 75 300 000 assurés sociaux pris en charge en France, c'est le chiffre de la Cour des comptes, septembre 2020, pour, à l'époque, c'était 67 et quelques millions d'habitants, on va dire 68 millions d'habitants. Et ce chiffre est confirmé par le dernier rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales qui a été remis à Gabriel Attal en avril 2023, l'année dernière, où ils sont simplement sur le fichier assurance maladie, ils ne sont pas sur la globalité, où ils nous disent on a plus de 73 millions 100 000 personnes prises en charge pour 68 millions d'habitants. Et la conclusion de l'IGF et de l'IGAS... Ce n'est pas des personnes prises en charge, c'est des personnes inscrites. Ah oui, alors quand vous avez des droits ouverts, vous n'êtes pas pris en charge ? Vous pouvez très bien être inscrit sur un fichier et ne pas bénéficier des aides. Ben voyons, vous avez des droits ouverts. Alors comment est-ce que vous nous expliquerez comment... Je vais le faire juste après. Ah d'accord, comment vous avez 75 millions d'assurés sociaux pris en charge, qui ont des droits ouverts, on va laisser répondre, millions d'habitants. On va laisser répondre Xavier Roseren et après je reviens vers vous. Alors sur ce cas très particulier, en fait, M. Pratt, il mélange les choux et les carottes. En fait, on a deux fichiers qui sont complètement différents. On a un fichier INSEE qui sont les habitants et on a un fichier qui sont les gens qui sont inscrits du coup à l'assurance. Donc c'est des fichiers qui ne sont pas comparables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un écart, et cet écart, il s'explique par, du coup, les saisonniers, par des gens qui ont des retraites, mais qui vivent à l'étranger, et également par le travail détaché. Donc cet écart, il se fait là. Mais ce n'est pas parce que vous avez, du coup, un écart entre l'INSEE et, du coup, les inscrits, que forcément, les prestations sont payées. Et là, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie qui, elle, contrôle de plus en plus. Et vous avez félicité Gabriel Attal, parce que ça fait 1 an qu'il a fait du coup son plan antifraude. Je ne l'ai pas félicité, non. Non, mais les résultats sont quand même très très bons. Moi, je peux le dire, c'est plus de moyens, plus de contrôle. C'est 1,6 milliard retrouvé en 2022 et le Premier ministre, qui était à l'époque ministre des Comptes publics quand le plan est lancé en mai 2023, espérait doubler ce chiffre d'ici à 2027, pour être précis. Non, mais très objectivement, Gabriel Attal, quand on a discuté tous les deux, il m'a demandé de venir le voir. Il m'a dit voilà, qu'est-ce que vous proposez ? Je lui ai parlé de ce problème du surnombre des assurés sociaux. Et ce n'est pas du pipeau. Ça a été les conclusions d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale à laquelle vous n'étiez pas parti. Est-ce que vous entendez... Ça a été les conclusions de la Cour des comptes, c'est les conclusions des deux inspections. Que, malgré tout, ça puisse interroger un certain nombre de gens. Moi, ça m'interroge qu'il y ait autant de gens pris en charge par rapport à la population. De viser ces gens-là qui, en général, quand on s'inscrit pour avoir des prestations sociales, c'est pas forcément qu'on est très riche, alors que la fraude fiscale, l'évasion fiscale représenterait beaucoup plus. Non, on va en parler derrière parce que ça fait partie des choses... La fraude sociale, elle est de combien, M. Pratt, alors ? La fraude sociale, si vous êtes les évaluations hautes sur le travail au noir, donc sur les cotisations sociales, vous êtes entre 20 et 25 milliards d'euros par an, ce que ne reconnaissent pas les URSSAF, ils voient plus petit, ils voient plutôt vers 9 milliards. Et nous, c'était les évaluations qu'on avait à Bercy à l'époque. Et sur la fraude aux prestations sociales, nous avons 900 milliards de dépenses par an de protection sociale. Si vous considérez que vous avez 5 à 6 millions de gens en trop dans le système sur les 68 ou 75 millions de personnes prises en compte, vous faites le calcul et vous arriverez très vite à plusieurs dizaines de milliards. 80 à 100 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Non, c'est pas la Cour des comptes, ça c'est le chiffre du syndicat Solidaires Finances Publiques, c'est pas du tout le chiffre. C'est un rapport de la Cour des comptes que j'ai lu hier soir. Oui, mais moi je vous dis que c'est le chiffre, cette évaluation, c'est celle du syndicat Solidaires Finances Publiques, et eux-mêmes vous expliquent que ce sont les évaluations des manquements fiscaux. Et donc dedans ils mettent quoi ? Ils mettent la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est un dossier de redressement fiscal pour lequel vous avez 40% de pénalité minimum infligée par l'administration. C'est la définition de Bercy. Ils mettent dedans les erreurs d'appréciation entre l'administration et les contribuables, et ils mettent dedans les erreurs qui ne sont pas des divergences d'appréciation, etc. Et donc, quand vous prenez le taux de dossiers qui relèvent de la fraude fiscale au ministère des Finances, on est à peu près à 30% des dossiers de redressement qui sont des dossiers
de fraude fiscale. Ce qui veut dire qu'on serait plutôt sur 30-35 milliards d'euros de fraude fiscale stricto sensu. Le reste pouvant être du recouvrement à faire, mais qui n'est pas de la fraude. C'est une priorité pour vous aussi, Xavier Roseraine, la lutte contre la fraude fiscale ? Oui, c'est une priorité. Ou sociale ? Parce qu'en fait, on a 3 fraudes. On a la fiscale, sociale et puis la fraude douanière. Et les chiffres sont très bons parce que le recouvrement sur 2023, c'est un peu plus de 15 milliards. C'était 600 millions de moins. C'est pas de la fraude, hein. C'était recouvrement. C'était 600 millions de moins du coup en 2022 et 3,5 milliards de moins en 2019. Donc ce plan fraude fonctionne. Il y avait 36 mesures. Sur les 36 mesures, il y en a 20 qui ont été réalisées. Et sûrement des choses que vous avez proposées, Monsieur Pratt. Mais la vraie fraude sociale, c'est 8 milliards d'euros. Et en fait, c'est pas plus. Et vous êtes devenu modéré parce que j'avais vu des chiffres entre 30, 50, etc. Ah oui, je ne suis pas du tout devenu modéré, ce sont les mêmes chiffres, monsieur Roseraine. Dans un contexte de finances publiques tendues, avec Bruno Le Maire qui, il y a encore quelques semaines de cela, nous annonçait des mesures d'économie, est-ce que ce n'est pas intéressant de s'intéresser à cette fraude sociale ou fiscale pour recouvrer un peu? C'est pour ça que le gouvernement l'a fait depuis un an et que, en fait, Gabriel Attal a été très très clair sur le sujet. En fait, la fraude, c'est tous les Français aujourd'hui qui la payent. Et puis la fraude, c'est un poison lent. C'est un peu comme le Rassemblement national et il faut avoir une réaction très très forte et c'est ce qu'a fait Gabriel Attal avec ses 36 qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Qu'est-ce que vous proposez de mieux si vous êtes demain de nouveau réélu député? Vous proposez quoi pour aller plus loin? Pour aller plus loin, il faut simplement juste terminer le plan fraude qui a été lancé il y a un an. C'est les 36 mesures, il y a tout dedans. Je peux vous en laisser une copie si vous voulez tout à l'heure. Je le connais un petit peu. Alors moi, je vais vous expliquer ce que je fais. Alors rapidement, parce que vous êtes très en avance, Charles Prats. En fraude fiscale, lutte contre la fraude à la TVA. C'est la principale fraude fiscale, 25 milliards d'euros de taxes GAB TVA. Utilisation des logiciels de détection précoce, comme l'ont fait nos amis belges et comme nous le propose la Commission européenne. Et là, les Belges ont éradiqué 90% des escroqueries TVA. Mais écoutez, appelez Yannick Hulot, le patron d'Office, qui vous le dira. J'ai pris les chiffres de la Belgique. Ils sont passés de 2017 à 2022 de 12% à 11%, pendant que nous, on est passé de 9 à 5%. Appelez Eurofis, ils vous donneront leurs données. Ensuite, sur la fraude au travail au noir. Il faut renforcer les effectifs des URSSAF, parce que les ordinateurs, c'est très bien, mais on ne peut pas faire des enquêtes s'il n'y a pas des hommes et des femmes pour faire les enquêtes. Et sur la fraude aux prestations sociales, la priorité, c'est très clair, c'est cette remise à plat du fichier, parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir 75 millions de personnes prises en charge par rapport à 68 millions d'individus. Et j'ajouterais que sur la fraude douanière, ce qui est aussi un problème de TVA, revenir en arrière avec cette erreur monumentale qui a été votée par Xavier Roseraine et la majorité En Marche à l'époque, c'est un peu technique, qui a été le passage à l'autoliquidation de la TVA à l'importation et donc effectivement, je vous la décharge de la douane. Mais ça, c'est des milliards d'euros qui partent en fraude parce que c'est la fête tous les jours. Alors, Xavier Roseraine, je vous en prie, puisque vous êtes en retard et parce qu'effectivement, la thématique est très technique. C'est qu'avant, vous aviez quelqu'un qui déclarait la TVA et puis vous avez quelqu'un qui remboursait et qui payait. Là, maintenant, c'est le même organisme qui le fait. Non, c'est pas ça du tout. C'est exactement ça. Mais non, monsieur Roseraine, l'autoliquidation de la TVA à l'importation, c'est qu'avant, quand vous importiez des biens d'un pays tiers, vous deviez payer la TVA pour avoir la libération de la marchandise au franchissement ou au dédouanement, et que maintenant, vous ne la payez plus, vous faites votre déclaration CA3 à la fin du mois, ce qui permet aux fraudeurs de ne plus avoir à s'embêter à faire du régime 42 ou des systèmes de carrousel européens. Ils n'ont plus qu'à importer tranquille à Marseille, au Havre ou à Roissy, reverser la marchandise sur le marché noir, ils n'ont même plus à s'embêter, et c'est pour ça que je vous dis que c'est la fête tous les jours chez les truands, parce que l'État leur a ouvert la porte. Mais bon, ça c'est les mesures du gouvernement et le message est passé. Comme pour le chômage partiel, on ouvre la porte aux fraudeurs. Le message est passé. C'est pas notre argent. N'empêche que le chômage partiel a protégé nos entreprises. Quand le débat est enlevé, le temps passe vite. On va donc attaquer la troisième partie de ce débat avec votre thématique de prédilection, Xavier Roseraine. Vous avez choisi de nous parler du logement, une problématique extrêmement préoccupante pour les Français, mais aussi pour les habitants de votre circonscription. Le Pays du Mont-Blanc affiche quelques spécificités. Les loyers sont effectivement horriblement chers, tout comme les prix du foncier et la part des résidences secondaires. Vous en avez beaucoup parlé depuis le début de ce débat. Accroît encore un petit peu les difficultés sur le marché local. Dans les stations de votre territoire, ces résidences secondaires peuvent représenter jusqu'à 75% des logements. Est-ce que c'est trop et comment on fait pour éviter ça ? Alors, on est très content d'avoir des résidences secondaires. En fait, le problème, c'est le déséquilibre entre la résidence principale et la résidence secondaire. Et la vraie problématique, c'est que nos stations perdent des habitants. Si on prend Megève, du coup, en peu près une trentaine d'années, ils ont perdu 35% de leur population, passant de 5500 habitants à 3007. Parce que les jeunes actifs n'arrivent plus à se loger sur place. Nos jeunes ne peuvent pas rester au pays et les travailleurs qui travaillent dans nos stations sont obligés de s'éloigner parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc il faut baisser aujourd'hui le prix à l'achat et à la location. Pour baisser ce prix, en fait, on avait un projet de loi qui venait d'être voté par le Parlement
et qui passait du coup au Sénat et qui avait été améliorée. C'était une loi de ma collègue Anaïs Glomer qui permettait en fait 3 choses. La première, c'est de réguler les meublés de tourisme, ce qu'on dit habituellement Airbnb. Moi, je suis content d'avoir dit Airbnb parce que ça a permis de mettre en commercialisation des lits froids et on ne savait pas le faire. Par contre, aujourd'hui, je veux lutter pas contre celui qui a un Airbnb ou 2, mais celui qui achète un immeuble complet, qui met une boîte à clés et qui va faire de la défiscalisation et qui va bloquer des logements qui pourraient être des logements à l'année. Ça, c'était prêt. On avait une commission mixte paritaire qui était prévue le 20 juin. Il y a eu dissolution. Et donc, j'espère vraiment qu'on pourra remettre, avec le nouveau gouvernement qui ne sera pas à majorité RN, le sujet sur la table. La deuxième chose, et ça j'y suis très attaché, c'est mettre en place dans les plans locaux d'urbanisme des servitudes réservées à la résidence principale. C'est-à-dire des zones réservées ? Des zones réservées où toute nouvelle construction sera forcément une résidence principale. Ça, c'est possible, ces servitudes, comme on le fait dans les PLU. Et la troisième chose sur laquelle il y a déjà il faut travailler, une dose de résidence principale dans les nouveaux projets immobiliers. Alors non, c'est pas exactement ça, c'est une part de logement social. Là, c'est vraiment de la résidence principale. Et puis la dernière chose, il faut jouer sur la fiscalité. Il est complètement anormal que quand vous louez à la semaine, la fiscalité soit plus intéressante que de louer à l'année. Concrètement, Charles Prats, qu'est-ce que vous proposez, vous, pour que les jeunes du pays puissent rester au pays sans se ruiner ? Plusieurs choses. Moi, je suis pas tellement... vous savez, j'aime pas trop les impôts, même si je le trouve fiscal. Et donc, la mesure qui avait été portée par Xavier Roseren, qui était de permettre une multiplication de la taxe d'habitation, moi, c'est pas trop mon truc. C'était une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ce que moi, je propose, c'est de revenir à ce qui existait il y a très très longtemps, c'est la déductibilité à 100% des intérêts d'emprunt pour acheter sa résidence principale, parce que le rêve de tous les Français... c'est du pipi de chat, mais les non, intérêts d'emprunt. Laissez-moi parler. En fait, il faut faire baisser les prix des loyers. Allez-y, M. Pratt, excusez-moi. Pour les gens qui veulent accéder à la propriété, c'est la déductibilité des intérêts d'emprunt pour favoriser l'accession à la propriété. Ensuite, pour les gens qui travaillent, les travailleurs, c'est de créer un statut de logement par nécessité de travail ou un peu logement de fonction, ce qui existe déjà d'ailleurs dans la fonction publique et même dans le privé, mais en permettant de considérer que ce n'est plus un avantage en nature et donc en le défiscalisant et en ne le soumettant plus aux charges sociales, ce qui permettra de loger notamment les travailleurs qui viennent travailler dans les zones en tension d'emploi, parce que c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises n'arrivent plus à recruter, c'est parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Donc il y a ces 2 mesures-là que je porte. Après, si je suis élu et que j'en place Xavier Roseren, moi j'ai trouvé son idée et son projet de zonage pour réserver dans les plans d'urbanisme des zones à l'habitat permanent, c'est une excellente idée. Et moi, d'ailleurs, je m'engage à la reprendre, cette idée-là, parce que je suis quelqu'un de très ouvert, vous savez, Xavier Roseren. J'ai travaillé avec tous les groupes politiques, et cette idée que vous avez portée... Puisque l'idée fait consensus... Non, mais je l'ai trouvée intelligente. Voilà. Justement, beaucoup plus intelligente que la taxe d'habitation qui augmente. Cette idée, je l'ai trouvée très intelligente. Parce que l'idée fait consensus... pas la payer, c'est juste pour ça. Allez, voyons. Ah non, mais Monsieur Roseren, le problème, c'est que comme maintenant vous êtes le candidat de Jean-Luc Mélenchon, si vous êtes réélu, oui. Non, mais moi, j'ai pas fait UDI. J'ai pas fait UDI RN, j'ai fait UDI Macron. Je suis pas maintenant Mélenchon. Ouais, mais il va falloir que les travailleurs. Je suis pas certain qu'on puisse parler de Xavier Roseren comme d'un mélenchoniste. Pour l'instant, ils le soutiennent. En tout cas, et les travailleurs vont devoir peut-être pas comme ça qu'il est vu sur le terrain. J'en profite pour remercier les 2 candidats sortants. Ça va être la fiscalité Mélenchon. Je suis très content que le candidat LR ait vraiment appelé à voter pour moi. Je le remercie. Non, les LR n'ont pas appelé à voter pour vous. Si, il a appelé l'investiture LR. En fait, si vous parlez du communiqué de presse national, vous allez demander à Cyril Pellevat, qui est sénateur de la Haute-Savoie. Vous pouvez demander à tous les LR de la Haute-Savoie, ils soutiennent. C'est marrant parce que Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy, Gérard Larcher, président du Sénat. Monsieur, on était sur des stop, s'il vous plaît. On était sur des thématiques très concrètes qui intéressent directement les gens qui nous regardent et qui vont voter pour l'un d'entre vous dimanche. J'aimerais donc qu'on revienne à ces thématiques très concrètes. Je vais vous demander de nous expliquer cette mesure de zonage, puisque visiblement l'idée fait consensus, Xavier Roseren. Le zonage, c'est permettre aux maires, avec leurs conseillers municipaux, lors d'une révision d'une PLU, qui soit une révision, si possible, simplifiée, de réserver des zones, pas toute la commune, parce que ça sera interdit, mais une partie des zones en disant, à partir sur ces zones-là, je voudrais que dès qu'il y a une nouvelle construction, elle sera réservée à la résidence principale. Voilà. Mais est-ce que dans ce cas-là, vous vous engagez à ne pas accepter les mesures du Front populaire qui veulent en finir avec la loi anti-squatter, parce que vous savez très bien que, par exemple, pour louer des logements... La loi anti-squatter, c'est nous qui l'avons votée. Bien sûr, mais là, maintenant, vous êtes allié avec eux. Mais non, mais on n'est pas alliés du tout. Bien sûr que si, vous êtes le candidat de Macron et de Mélenchon, maintenant, M. Roseren. Il n'y a pas d'alliance. Alors, je suis désolé, M. Prats, mais 1 heure avant d'entrer sur ce plateau, Emmanuel Macron a dit qu'il était hors de question de diriger, de gouverner avec LFI. Ah c'est bien, mais alors pourquoi il accepte leur voix et pourquoi il appelle à voter pour eux ?
Pourquoi est-ce que les candidats macronistes appellent à voter pour des candidats de LFI? Permettez-moi juste de revenir sur la suppression des... On reviendra aussi sur cette question après, parce que c'est vrai que la question des désistements a un peu interrogé. La défiscalisation des intérêts d'emprunt, en fait, c'est une mesure de quelqu'un qui peut être très riche et qui veut défiscaliser. Mais votre proposition, elle est complètement hors sol. C'est pas ça qui va loger nos travailleurs saisonniers, nos gens du pays. Défiscaliser, mais vous voulez quoi, qu'ils logent en HLM ou vous voulez qu'ils achètent des logements? Non mais attendez, vous savez au GEA combien on est? C'est pas des gens les GEA, Magève et Chamonix, on est à plus de 10 000 € le mètre carré. Oui, mais et vous croyez que si on défiscalise du coup les intérêts d'emprunt, les gens ils pourront acheter? Alors vous allez faire quoi? Vous allez exproprier? On ne va pas du tout exproprier. On fait du logement, on fait du BRS, bail réel solidaire. Vous êtes propriétaire que de la maison et c'est la mairie ou une foncière qui est propriétaire. Voilà. Et vous pouvez avoir que des gens qui sont des résidences principaux. Ça c'est vraiment concret et ça fonctionne. Mais pas les intérêts d'emprunt. Ah bon. Et donc sur la fiscalité, vous êtes d'accord avec le Front Charles populaire? Pratt, vous êtes très en avance sur le temps de parole. Vous savez, je suis commerçant, Monsieur Pratt. Hein, donc les idées de la France Insoumise, et je les ai subies pendant 2 ans. Donc, mais pourtant, ils vous soutiennent. En ce début d'année, on va revenir aux choses concrètes. Le candidat qui me soutient, c'est un candidat qui est place publique et qui était très très agréable sur les marchés. Et on s'était dit, tous les deux, que le troisième ferait barrage au Rassemblement national parce que c'est quelqu'un qui est très 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 républicain. Et si j'avais été troisième, je l'aurais fait exactement pareil, Monsieur Pratt. Voilà. Et donc vous auriez appelé à voter pour le nouveau Front populaire où il y a la France Insoumise, le NPA, la Jeune Garde, etc. Non, mais c'est une question de valeur. Il faut que les électeurs de Haute-Savoie sachent que vous auriez appelé à voter pour l'extrême gauche. Monsieur Pratt, je sais sur quoi vous voulez aller. En fait, je vais sur la vérité des choses, Monsieur Roseraine. Mais à chaque élection, tout le monde essaie de me faire passer pour, quelqu'un de gauche. Vous voyez, moi, j'ai toujours été au centre droit. Je suis le seul qui puisse rassembler de la gauche à la droite. Et je ne suis pas parti à l'extrême droite. Vous voyez, vous avez fait un balancier, mais un peu loin. Et moi, je suis certain. Revenons, messieurs, aux considérations qui intéressent capable de travailler à l'Assemblée nationale et très concrètement avec les gens de gauche et les gens de droite. Qui vous regardent, s'il vous plaît. De toute façon, vous n'arriverez pas à être d'accord sur cette question des alliances politiques. Moi, je ne suis pas d'accord avec les extrémistes de Mélenchon, ça c'est sûr. Peu importe. On va revenir aux choses qui intéressent les concitoyens qui vous regardent. En ce début d'année, une loi transpartisane a été adoptée pour permettre à toutes les communes qui comptent plus de 20% de résidences secondaires de dédier des zones uniquement réservées à la construction de logements permanents dans les PLU. C'est ce que vous venez donc de nous expliquer. Ce que vous approuvez, est-ce qu'il y a d'autres mesures pour faire concrètement baisser le prix du foncier et le prix des logements? 10 000 € le mètre carré, c'est quand même énorme à Chamonix. Alors, le bail réel solidaire, et puis que les maires aujourd'hui de stations, comme ils l'ont fait à Chamonix, mettent dans leurs plans locaux d'urbanisme une partie sociale lorsqu'il y a une construction sur le Ténement. Ça veut dire qu'on peut construire X appartements, mais il y en a X qui sont réservés à la location, et on sait que ceux-là, comme ils sont à la location, ils seront réservés à la résidence. Est-ce que le problème principal, c'est pas finalement qu'on ne construit plus assez de logements en France? On va reprendre les chiffres. Entre 2014 et 2017, le nombre de nouveaux logements en France avait fortement augmenté, passant de 337 000 par an à 434 000 par an. Au cours des 12 derniers mois, c'était 280 000 logements. On ne construit plus assez? En fait, on a une crise du logement. Elle s'explique, par la hausse des taux, et puis par une inflation galopante des prix du bâtiment. En Haute-Savoie, on est un peu protégé parce qu'en fait, on construit encore, mais on est contraint aussi simplement par l'espace, parce qu'on est en montagne, on a des montagnes à droite et à gauche, donc on est réellement contraint. Donc il faut densifier un petit peu en respectant bien sûr l'environnement, et l'environnement est surtout le visuel, et donc il y a beaucoup de stations qui le font très bien, mais il faut dans les plans locaux d'urbanisme qu'on ne fasse plus que 100% de résidences secondaires, mais que quand on fasse une construction, on les garde pour des logements sociaux. C'est 75 000, c'est le plan 75 000 locatifs intermédiaires qui a été lancé par le gouvernement pour permettre à des gens de la classe moyenne de pouvoir acheter. Et puis la deuxième chose qu'il faut faire, et après je suis peut-être un petit peu long, vous êtes en retard au niveau des temps de parole. Il faut qu'on travaille aussi sur les problèmes de donation et de frais de succession. Combien de fois j'ai vu ces 7 dernières années, et même avant, des gens qui, lors d'une succession, sont obligés de vendre le bien sur le pays du Mont-Blanc ou même au Jet, parce que le bien est tellement cher et que les frais de succession sont tellement importants que malheureusement il ne peut pas rester dans la famille, et c'est un résident secondaire avec des moyens très élevés qui va venir l'acheter. Donc on a un vrai travail. Il y avait un engagement sur les frais de succession de passer à 150 000 € par enfant et par parent. Je pense que sur des zones très tendues comme ici, mais aussi dans la région parisienne et ailleurs, on pourrait avoir des règles très spécifiques pour que lorsqu'il y a un engagement de garder en résidence principale, on ait un abattement sur les frais de succession.
Réduire les frais de succession, ça vous parle? Ça vous semble intéressant? Moi, je suis tout à fait d'accord. Malheureusement, Xavier Roseren prend les gens pour des jambons en la matière. Parce qu'aujourd'hui, il est allié avec la gauche et l'extrême gauche. Et donc c'est vous y tenez, hein, monsieur Pratt, ça vous fait plaisir, mais allez-y. Oui, mais bien sûr, il faut expliquer la vérité. Les gens ne sont pas dupes. Oui, justement, ils ne sont pas dupes. Ils ont bien compris, ils regardent les projections, ils écoutent Gabriel Attal, ils écoutent Emmanuel Macron, ils ont bien compris que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est d'aller gouverner avec la gauche maintenant. Et donc ce que nous dit Xavier Roseren, il est peut-être très sincère en disant qu'il voudrait baisser les droits de succession, mais vous n'y arriverez pas. Parce que la gauche ne va pas vous laisser faire. Et au contraire, ils vont augmenter les impôts. Vous avez vu la déclaration de Sandrine Rousseau, là, qui circule sur les réseaux sociaux? Sandrine Rousseau qui a annoncé qu'elle ne ferait pas partie d'un gouvernement de coalition, si gouvernement de coalition il devait y avoir. Mais derrière toute cette petite musique, c'est ils veulent aller prendre l'argent dans l'épargne des Français. Vous savez, les Hauts-Savoyards sachent que s'ils votent pour vous, ils votent pour cette coalition à gauche et qu'on va venir leur prendre leur argent. Bon, Xavier Roseren, comme vous êtes toujours un peu en retard sur les temps de parole, on va vous laisser un peu de temps pour vous défendre. Êtes-vous un affreux gauchiste? Non, écoutez, vous savez, vous connaissez depuis un petit moment. Moi j'étais maire de ma commune. Je suis très content de m'être engagé en 2017 et on a fait depuis 2017 beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas allé assez vite. Mais ce que je plaide dans ma circonscription, mais également aussi à Paris, c'est de discuter avec tout le monde et de pouvoir faire des coalitions. Et ce que j'aimerais le 8 juillet, quand on arrivera à l'Assemblée nationale, c'est prendre mes collègues de gauche qui étaient malheureux d'être avec la France Insoumise, parce que c'était compliqué, c'est impossible de travailler avec eux, et je suis certain que ce nouveau Front populaire explosera dès le 8 juillet. Donc prenons les gens modérés avec qui on arrive à travailler, et puis prenons aussi les gens à droite qui ne sont pas partis avec le Rassemblement national, et construisons quelque chose. Et je sais qu'on a cette intelligence, et je ferai tout pour réussir ça. Ça semble à peu près clair. Ce qui semble clair, c'est que, alors là, les gens qui sont très à gauche de la circonscription, qui se disent, tiens, je vais voter Xavier Roseren, ils ont compris qu'ils allaient être cocus. Et inversement, les gens à droite qui se diraient, tiens, je vais voter Xavier Roseren, ils ont aussi compris qu'ils allaient être cocus. C'est les doubles cocus, là. Hein. Parce que vous êtes en train d'expliquer que vous n'allez jamais prendre ce que les gens de gauche qui vont venir, que vous demandez en soutien électoral, vous leur dites que vous n'allez jamais prendre leurs mesures, et inversement, mais pour vous les gens de pensez droite. extrémiste Allez, une dernière réponse, Xavier Roseren. Une dernière réponse. Non, mais en fait, ça n'appelle pas des réponses. En fait, Monsieur Pratt va sur auquel je m'attendais vraiment d'aller sur essayer de me faire passer pour quelqu'un de gauche. Je suis juste quelqu'un de modéré, qui a envie de faire avancer ma circonscription. Et quand on regarde ce que j'ai fait depuis 7 ans et surtout ce que propose le Rassemblement national, qui est d'accord sur rien, et je ne sais même pas comment, avec Ciotti et le Rassemblement national, nous allons mettre d'accord. Ils ont voté contre notre loi plein emploi. Le RSA, ils ont voté contre malgré les 15 heures d'activité qu'on avait mis. Contre le travail des étrangers, vous avez des gens qui sont dans nos industries aujourd'hui ou dans des restaurateurs, des restaurants et des hôtels, et qui aujourd'hui sont en travail illégal. On avait prévu avec la loi Asile-Immigration de pouvoir régulariser, parce qu'on en a besoin. C'est des gens souvent qui ont des enfants, qui sont scolarisés, et le Rassemblement national veut mettre ces gens qui travaillent depuis des années ici immédiatement dehors. Je ne sais pas comment on va faire pour trouver des emplois dans la vallée de l'Arve ou dans nos stations. Donc vous êtes pour la régularisation des clandestins? Messieurs, on arrive à la fin de ce débat. La régularisation des gens qui travaillent et qui ont des enfants. Ça suffit. De toute façon, on n'arrivera jamais à vous mettre d'accord. C'est le but d'un débat politique, vous me direz. Mais on arrive justement à la fin de ce débat. Vous allez donc avoir tous les deux 45 secondes chacun en carte blanche, sans vous interrompre, pour vous adresser une dernière fois à vos électeurs. Xavier Roseren, ce sera vous en seconde position, puisque vous avez posé la première question tout à l'heure. Charles Pratt, c'est à vous sur cette caméra. 45 secondes, non. Chrono. Je compte sur vous. Alors, je m'adresse aux électeurs de la 6e circonscription de Haute-Savoie. Ce que je vous propose, comme député, membre de la majorité à venir d'Union nationale autour de Jordan Bardella, Premier ministre, et avec Éric Ciotti, avec les Républicains, avec Reconquête, avec le RPR, je vous propose une politique ferme en matière d'immigration, ferme en matière de sécurité, et sur mes sujets particuliers, une politique de redressement des finances publiques, à savoir redresser, mettre fin au déficit budgétaire. Nous sommes à 180 milliards d'euros, là c'est le dernier chiffre qui vient de tomber en glissement annuel. Il faut agir fermement là-dessus. Et moi, ce que je proposerai, et mon action, ce sera de lutter contre la fraude, mettre fin à ce scandale des 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 68 millions d'habitants, et donc d'agir véritablement fermement dans cette direction pour l'international. Et moi, je ne suis pas le candidat de Macron ou de Mélenchon. Ça vous êtes suffit, Macron, Mélenchon, le chrono est terminé. Roseren. Merci beaucoup Charles Pratt, Xavier Roseren. Le même exercice pour vous sur la caméra la plus à gauche. Et ce n'est pas fait exprès. Ce dimanche 7 juillet, votez pour le seul candidat qui habite vraiment le territoire pour continuer
à travailler ce qu'on a fait sur le logement permanent, mais également sur l'agriculture de montagne et protéger nos agriculteurs. C'est également faire la transition écologique et touristique de notre territoire. Nous devons résister à la xénophobie et au racisme, résister au programme complètement délirant économiquement du Rassemblement national. Les Hauts-Savoyards doivent résister à l'extrême droite. C'est pour ça que ce dimanche, je voudrais rassembler de la gauche à la droite afin de travailler ensemble. Merci beaucoup, messieurs, à vous deux d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté ce débat très animé, très agité, preuve que cette campagne sera passionnante jusqu'au dernier jour. Nous, on va tout de suite partir en Isère pour un autre débat qui s'annonce lui aussi relevé, direction la première circonscription de l'Isère, les enjeux présentés par Aurélie Masset.